Bien, bonjour à tous. C'est parti pour le ZCL de ce mardi 8 décembre. Ensemble, nous allons passer au moins une heure et demie. On va recevoir dans un instant Harry Osier-Lafontaine. Bonjour. Il est président du centre INRAE Antilles-Guyane. Avec lui, on fait un petit peu le point sur l'agriculture, le jardin créole, un peu ce qui est de sa compétence, et on parlera de tout ce qui tourne autour. Un peu plus tard, on ne sera pas très loin de lui, puisqu'on va recevoir Edouard Benito Espinal, qui est écologiste et docteur environnementaliste. Et c'est un plaisir de le recevoir. Il vient de sortir ça à l'écoute des oiseaux, pour avoir le temps. Et la patience, mais enfin il va nous expliquer un peu comment il a fait, et puis on va terminer avec Barbara Montpierre, sa chronique du jour, attention, sur le plaisir, c'est la coach de l'émission. Sinon, la mobilisation du personnel, ça c'est l'actualité à la clinique choisie continue. Michel Depapier était, grève à la régie des eaux avec Olivier Félix, mobilisation des patients du service de cardio. Vous savez, au CHU, ça bouge beaucoup depuis l'éviction, point d'interrogation du docteur de Mona Edouardville. La conférence de presse de hier, justement, a porté sous cette question. On entendra les explications de Gérard Cotillon, et puis vous avez dû le savoir, à Basse-Terre, le tribunal a rejeté l'appel de Lucette Michel-Chevry, donc confirmation de les peines qui ont été prononcées contre elle. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL. Merci d'être avec nous en direct de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, mais aussi de Paris, de Bordeaux, de Nantes, un peu partout. Et jusqu'à La Réunion, on nous salue et on vous salue aussi. Merci d'être avec nous et de suivre le ZCL. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit Harry Osier-Lafontaine. Il est docteur en agronomie. Il a dirigé l'unité de recherche agro-climatique de 2001 à 2009. Ces recherches ont porté sur l'analyse et la modélisation du fonctionnement des systèmes de culture multi-espèces, culture associée et agroforesterie, la conception de systèmes de culture écologiquement intensifs dans la Caraïbe, c'est important, et en Amérique tropicale, et particulièrement, bien sûr, en Guadeloupe, en Martinique, à Cuba, en Guyane, en Amazonie, Amérique centrale, c'est dire qu'il connaît bien le sol sur lequel il se trouve en ce moment. Depuis 2013, il mène une activité soutenue en lien avec la région Guadeloupe, la Chambre d'agriculture et l'Université sur la transition agroécologique, un terme qui revient souvent maintenant dans l'actualité, et des agricultures biodiverses de petite échelle pour répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire. C'est une question aussi qui est à l'ordre du jour. Elle est même devenue très politique en ce moment. Et l'adaptation au changement climatique. Il intervient régulièrement sur les thèmes devant les professionnels de grand public. Alors, merci d'être avec nous, Harry Osier-Lafontaine. J'ai envie de vous dire, l'INRA est aujourd'hui, ça a changé de nom. Expliquez un petit peu rapidement. Tout d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau, et puis je salue tous les téléspectateurs. Donc, depuis le 1er janvier 2020, nous sommes devenus INRAE. Donc, à la faveur de la fusion de deux instituts, on appelle ça des établissements publics scientifiques et techniques, qui étaient l'INRA, qui était bien connu, et l'IRSTEA, c'était l'ancien CEMAGREF. Voilà. Et donc, nous sommes devenus Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et ce E, justement, il est, comme on dit, polysémique, c'est-à-dire c'est l'environnement au sens large, pas seulement physique ou biologique, mais c'est l'environnement social, économique, et c'est le I aussi de numérique. D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte à l'INRAE aujourd'hui, ce I? Alors, déjà dire que si ces deux instituts ont fusionné, c'est parce qu'ils présentaient de très fortes complémentarités. Oui. Alors, l'INRA était assis sur son tripode, comme on dit, agriculture, alimentation, environnement, avec de fortes compétences et une forte expertise sur ces sujets-là. Et l'IRSTEA apportait de son côté tout ce qui était un peu original en matière de bioéconomie, économie circulaire, c'est des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi gestion adaptative de l'environnement, la question de l'eau en particulier, qui nous pose beaucoup de problèmes en Guadeloupe. Et puis, ils apportent aussi une approche très, très intéressante sur tout ce qui est ingénierie avec le biomimétisme, on va dire, qui s'appuie sur le biomimétisme, le numérique, et puis les technologies. L'ancien CEMAGREF était spécialisé dans la technologie agricole, par exemple. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait vraiment un dispositif qui approche les 12 000 agents aujourd'hui, et qui hisse INRAE pratiquement au top 3, et c'est pratiquement le premier institut au niveau mondial de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, l'autre question, bien sûr, sur ce et de INRAE, c'est savoir qu'est-ce que le numérique et la digitalisation apportent à l'agriculture aujourd'hui.
Alors, comme vous le savez, nous sommes en pleine modernisation du système, du secteur agricole. Oui. Et lorsqu'on réfléchit à la modernisation de notre système agricole, dans le cadre de la bioéconomie, que je pourrais détailler tout à l'heure, oui. Eh bien, on parle justement d'agriculture connectée. Moi, j'aime beaucoup l'image que m'a présentée la semaine dernière, à la sortie du film d'Henri Joseph. C'est Madame, comment elle s'appelle? Ah, son nom me passe, ça me reviendra tout à l'heure. Mais qui assimile un petit peu les développements à venir à l'analogie qui représente en fait la multiplication des cellules. Donc oui. Les cellules se multiplient pour former des tissus. Des tissus se spécialisent pour former des organes. Les organes interagissent entre eux pour former des systèmes complexes. Et c'est comme ça qu'on imagine l'agriculture aujourd'hui. Ce n'est pas une exploitation ici, une exploitation là. On a des micro-régions qui sont bien identifiées. Et on cherche à mettre en place des dispositifs, des réseaux d'agriculture connectée. Donc c'est là que le numérique devient important. La connexion devient importante à la fois pour gérer l'amont de l'agriculture, les intrants, mais aussi les marchés, donc tous les débouchés de l'agriculture. Oui. Et ça facilite le développement de l'agriculture? Ça va faciliter le développement de l'agriculture? Ah ben on s'y emploie. C'est-à-dire que beaucoup d'agriculteurs, de toute façon, utilisent déjà un smartphone de manière très, très courante. Dans la Caraïbe, on a eu des exemples très récemment qui montrent comment le smartphone est utilisé aujourd'hui pour faire de la prévision du temps, de la météo, pour l'aide au déclenchement de l'irrigation, comment prévoir l'arrivée de pathogènes et mieux les gérer, etc. Donc, le digital va jouer un rôle vraiment fondamental dans ce qu'on appelle la modernisation de notre agriculture. D'accord. Alors, vous êtes en Guadeloupe et on dit souvent, et je crois que c'est aussi valable pour la Martinique, que ce sont des territoires où l'agriculture devrait être au premier plan. Est-ce que vous avez le sentiment que l'agriculture progresse dans nos territoires, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique? Je ne parle pas encore de la Guyane. Bon, le constat qu'on fait, tout à l'heure j'étais encore en webinaire avec le directeur de la Chambre d'agriculture de Martinique. Le constat qu'on fait, c'est que l'agriculture a régressé sur nos territoires. Mais nous portons aujourd'hui une très très forte ambition autour justement de la modernisation de ce secteur. Et pourquoi elle est importante? Parce que nous sommes désormais confrontés à des enjeux majeurs. Le premier, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Comment développer notre production locale, à la fois en termes de production fraîche, mais de production agro-transformée. Et aller au-delà de l'agro-transformation alimentaire, transformer aussi pour la cosmétique, la pharmacie, l'énergie, les matériaux. C'est ce qu'on appelle la bioéconomie aujourd'hui. Donc, le deuxième enjeu, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. L'agriculture peut être un secteur qui peut contribuer très fortement à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, à travers des pratiques nouvelles que nous souhaitons développer et qui commencent déjà à se développer sur notre territoire guadeloupéen en particulier. Alors, c'est un secteur qui vous touche un petit peu de plus près ou de plus loin, vous me direz. Je recevais la semaine dernière Madame Gustave Duflo, qui est vice-présidente de la région et qui s'occupe de la future agence de la biodiversité. Alors, en quoi cette biodiversité, donc on dit qu'il est assez riche en Guadeloupe, peut justement impacter le développement agricole ou même l'écosystème guadeloupéen? Alors, la biodiversité, c'est quelque chose d'essentiel pour aborder les enjeux que je viens de citer. Souveraineté alimentaire, adaptation au changement climatique. Je vais expliquer pourquoi. Et en Guadeloupe, nous sommes sur un hotspot de biodiversité. Nous sommes une réserve de biosphère. Henri Joseph disait qu'on était 23e au plan mondial. Mais oui, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur un petit territoire comme le nôtre, enfin on dit petit par la taille, mais grand par certainement les potentialités et les compétences qu'il offre, eh bien, nous avons vraiment de quoi développer quelque chose de très, très puissant. Alors, la biodiversité, elle est importante, justement pour raisonner la transition agroécologique et bioéconomique. Parce que cette transition, alors si on veut nourrir les Guadeloupéens sainement, donc en quantité mais aussi sainement, et puis en diversité, on dit sortir de la monotonie alimentaire qui nous est un petit peu imposée par les modèles nutritionnels qui découlent de notre rattachement à l'Europe, à tout cela, d'accord. Donc, on a vraiment ce potentiel-là pour nous. Donc, dans un jardin créole, par exemple, on compte entre 40 et 120 espèces sur moins de 1000 mètres carrés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça, on n'a jamais
peut-être on n'a pas encore suffisamment pris conscience de ce potentiel-là pour en faire quelque chose. Et donc, ce que nous avons fait en 2018 avec l'Académie d'agriculture de France et les chambres d'agriculture, nous avons proposé une note d'orientation sur la modernisation du système agricole et alimentaire des Outre-mer. Donc ça porte sur l'ensemble Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et nous avons mis au cœur de ce développement la petite agriculture biodiverse, l'agriculture de petite échelle biodiverse. Nous ne faisons pas d'opposition. On a besoin de toutes les agricultures sur un territoire, de la canne, de la banane. Mais cette petite agriculture a été trop longtemps marginalisée. Et elle recèle un potentiel vraiment très, très important en matière de biodiversité. C'est elle qui était conservatrice de cette biodiversité à travers le jardin créole, les pratiques qui s'inspirent du jardin créole. Et c'est à partir de cette biodiversité qu'on va construire justement cette modernisation du secteur agricole. Alors vous êtes en train de dire que le jardin créole qui est, enfin je ne vais pas dire revenu à la mode, ce n'est pas le terme, mais enfin dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour le développement agricole de la Guadeloupe, de la biodiversité, pour la souveraineté alimentaire, par exemple? Oui, le jardin créole fait partie de notre ADN, à la fois, bon, bien sûr, Guadeloupe, Antilles, mais même toute la Caraïbe. Toute la Caraïbe. Voilà, c'est un lieu de résistance tout à fait. Au départ, où nos ancêtres, qu'ils soient amérindiens, ensuite esclaves, et plus récemment, ont su justement utiliser la diversité, les différentes strates, les différentes espèces, pour constituer à la fois un réservoir, un garde-manger, un réservoir de biodiversité, une pharmacie, une pharmacopée, des plantes décoratives et tout le reste. Et donc ça, c'est essentiel. Pour nous, c'est un socle sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour proposer ce que j'ai commencé à présenter tout à l'heure, c'est-à-dire des territoires intelligents. Une île vraiment intelligente, Smart Islands, c'est le concept qu'on le développe aujourd'hui et qui est repris un petit peu par le MEDEF, qui évoque la Guadeloupe comme un grand jardin créole. C'est possible ça, que la Guadeloupe devienne un grand jardin créole? Il y a le concept derrière, l'image est forte, mais je pense que le jardin créole, c'est une source d'inspiration fondamentale pour nous, Antillais. Voilà, pour construire des paysages, des territoires qui soient donc bien construits, qui se parlent, qui interagissent, mais avec sur des principes vertueux. Une agriculture propre qui utilise le moins possible de pesticides, des économies circulaires qui permettent de réutiliser les coproduits de l'agriculture, de les valoriser, etc. Donc en cascade. Et c'est à l'échelle des territoires qu'on peut entreprendre ce type de démarche. Alors pour revenir à la question de la souveraineté alimentaire, est-elle oui ou non possible dans nos territoires? Elle est forcément possible. Nous y croyons. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Simplement que nous sommes prisonniers d'un petit peu d'un système, voilà, qui privilégie les importations, que ce soit au niveau alimentaire ou pour d'autres biens. Voilà. Mais avec la bioéconomie, donc c'est l'économie de la photosynthèse, du carbone. Donc avec la richesse dont on dispose, on peut quand même penser que dans les 10-15 prochaines années... 75 000 personnes, c'est pas énorme. Mais oui, on pourra développer non seulement des produits pour l'alimentation, mais des produits pour faire des vêtements, des produits pour faire... Henri de Joseph porte maintenant des lunettes faites à partir du fouillapé, je crois. Non, sargasse, vous voyez, les sargasses. Mais on a vraiment... Alors maintenant, il faut concevoir les chaînes de valeur qu'il faut autour de ça. Donc je parlais de l'amont, de l'aval, de la recherche, des politiques publiques, très important s'il n'y a pas de volonté politique. Et on y est aujourd'hui. La région Guadeloupe a fait un pas énorme et que je tiens à saluer vraiment très fort. Ils ont défini ce qu'on appelle un plan stratégique pour la transition agroécologique en Guadeloupe. Il y a même un concours d'ailleurs. Je reçois les personnes, les lauréats de ce concours pendant une semaine. On va les recevoir jour après jour et ils vont expliquer ce qui va se faire. Donc ça veut dire que est-ce que ce dont vous parlez, ce jardin créole, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des agriculteurs, cette prise de conscience commence à se faire? Oui, il y a de nombreuses associations d'agriculteurs, on peut en citer quelques-unes, APK, BTSG, Bouquet du terroir Sud-Basse-Terre, et bien d'autres qui ont déjà pris le pas. Ils sont déjà organisés en réseau, ils développent une production qui s'écoule à travers des circuits courts, voilà, des paniers par exemple, et ils vont jusqu'à la petite agrotransformation.
de premier niveau. Donc vous voyez un petit peu, donc ils ont déjà défini une grande partie de la trajectoire. Le cadre commence à être mis. Oui, absolument. Oui. Absolument. Alors l'autre question, quel type de relation qu'il y a entre la Chambre d'agriculture et l'INRA au niveau, alors vous faites de la recherche, eux ils sont sur le terrain, est-ce que vous arrivez vraiment à les influencer, à peser un peu sur eux? Vous savez, nous avons très tôt, j'ai commencé mes missions en 2013, et très tôt, je suis allé voir le président de la Chambre d'agriculture, on s'est rencontrés, et nous faisons chemin ensemble depuis 2013. Nous avons organisé, par exemple, une manifestation qui est un peu la manifestation symbolique sur la réflexion qu'on porte sur la petite agriculture, la transition agroécologique. Ça s'appelait Transact, transition agroécologique, économique et bioéconomique de la petite agriculture en Guadeloupe. Cette manifestation qui a accueilli l'Interdom, il y avait des gens de Mayotte, des gens de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti même, d'accord, de la Caraïbe. Il y avait 80 agriculteurs de représentés, on était pratiquement 120. Cette manifestation, nous l'avons organisée avec la Chambre d'agriculture et la région. Et ça n'a pas été la seule. Nous avons poursuivi en 2016 avec une grosse manifestation, un congrès caribéen qui s'appelle la Caribbean Food Crop Society. Et nous avons organisé ce congrès en 2016 ensemble avec 2 forums. Un forum pour les agriculteurs sur l'innovation, comment mieux concevoir l'innovation et l'accompagnement des agriculteurs. Et un forum pour les décideurs politiques, pour qu'ils se mettent en phase sur les grandes orientations stratégiques pour la Caraïbe en matière d'agriculture. Alors, l'autre aspect de tout cela, c'est la question de l'élevage. Alors, vous savez qu'on a souvent importé ici des espèces qui ne sont pas, entre guillemets, créoles, que ce soit le bœuf, le porc, etc. Alors, comment c'est géré cette affaire-là? Oui, alors on sait que l'élevage est en régression sur pas mal de secteurs. Beaucoup de régression, Derrière ça, une interprofession, l'Iguavi, qui est très, très présente et qui pousse au développement. Plus que jamais, on est à un carrefour vraiment stratégique là, aujourd'hui. Soit on prend la décision ensemble, et ça va du politique jusqu'au consommateur, de faire de la Guadeloupe une île de locavore, voilà. Ou alors, on continue sur les grosses tendances actuelles. Certainement, il y aura un mix à envisager. Mais le levage, en fait, n'échappe pas à cette démarche, on va dire. Il nous faut reconquérir à la fois, comme on l'a fait un petit peu pour les cultures vivrières, notre capacité à produire localement, que ce soit les volailles, que ce soit les lapins, que ce soit les porcins, les bovins, les caprins. Nous avons tout ce qu'il faut. L'INRA a beaucoup travaillé de son côté. L'INRA est maintenant sur la production de races créoles. Donc on a un travail qui a été fait en étroite interaction. C'est les porcins? Le porc créole, voilà, donc les bovins, le bovin créole, les caprins. En Martinique, on a une race qui s'appelle mouton matinique. Matinique. Voilà. Donc on a fait un très très gros travail et donc sur des espèces qui sont très résistantes et qui s'adaptent, qui sont très plastiques en même temps. Qui s'adaptent au climat aussi. Mais oui. Et aux maladies, aux à-coups climatiques, sécheresse, etc. Voilà. Alors, sur le plan de la recherche, quel est l'agenda actuel de l'INRA? Sur quoi porter? Alors, je pose la question, pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, mais je ne me souviens plus de quelle année, semble-t-il, l'INRA avait voulu relancer le tabac. Et puis finalement, on n'a plus entendu. Alors, est-ce que c'est une culture à relancer ou on laisse tomber, etc. Et je posais tout à l'heure la question sur le manioc, parce que le manioc aussi était un petit peu en régression ici. Très bien. Donc, sur l'INRA, vraiment, nous sommes mobilisés sur les 2 enjeux que j'ai cités. Souveraineté alimentaire et transition agroécologique et bioéconomique, adaptation au changement climatique. C'est vraiment ça qui nous motive. Donc, je vois le film qui se déroule derrière vous. On est vraiment avec les agriculteurs sur la reconquête de nos productions vivrières, qu'elles soient végétales ou animales. C'est vraiment ça le challenge pour nous, le challenge premier. Ça ne nous empêchera pas par la suite d'avoir une attention plus particulière pour les filières médicinales, notamment en lien avec l'université. Et l'unité de Saint-Claude. La recherche, vous faites. Absolument. Je vois que vous étiez rapporteur pour les assises territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tout à fait, tout à fait. C'était en 2012. 2012, oui.
pour les 3 DFA, donc Guyane, Guadeloupe et Martinique. Oui. Oui. Et la recherche, elle aboutit à des conclusions pratiques. Je veux dire, ce que vous faites en recherche, ça se transpose sur le terrain? Alors, je vais dire 2 choses pour peut-être poursuivre sur la lancée tout à l'heure. Je reviens justement à l'innovation et à l'impact. Oui. Je dois dire qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui aussi une transformation très forte qui se produit sur le territoire et qui est conduite par l'Université des Antilles. Ça s'appelle la politique de site. Oui. Donc cette politique de site, elle se définit par des axes thématiques qui sont organisés autour de chaînes de valeur complètes. Ce qu'on appelle une chaîne de valeur complète, c'est quand la recherche est présente et en capacité de la formation supérieure à tous les niveaux, le conseil, le transfert, etc. Donc il y a plusieurs thèmes, donc biodiversité en milieu tropical, aussi bien naturel qu'anthropisé, donc l'agriculture, santé, sport, risque et énergie, j'oublie certainement, et puis évolution des territoires et sociétés dans la Caraïbe. Et puis un axe transversal qui est l'axe du numérique. Et donc c'est cette politique de sites qui nous rassemble, à la fois les représentants du monde académique et les représentants du monde socio-professionnel pour co-construire ensemble la résilience guadeloupéenne qui se décline autour de ces axes-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui est nouveau sur le territoire et qui est en train d'avancer de manière très, très dynamique. Alors, sur le plan de l'innovation et de l'impact, alors, on nous a souvent fait le reproche dans le passé. Oui, l'INRA, vous faites de très belles choses, vous produisez de beaux papiers. Voilà. Ça reste dans le laboratoire. Voilà. Alors, moi, ce que je dois dire, c'est qu'avec mes collègues du Centre INRA et Antilles-Guyane, avec les acteurs de la profession agricole, les agriculteurs, les représentants des OP, la Chambre d'agriculture en particulier, le RITA, qui est le réseau d'innovation et de transfert agricole, le CIRAD, qui est aussi un institut de recherche, nous avons cherché à développer ce qu'on appelle des relais entre la recherche et l'impact. Et ça se traduit aujourd'hui par de très beaux projets. Voilà, donc qui s'appuient sur des dispositifs. Alors il y en a 2 qui sont, un qui est en train d'être présenté. Ce sont des fermes pilotes, voilà, qui sont co-conçues entre les chercheurs, avec les agriculteurs, bien sûr, sur les principes de la transition agroécologique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les agriculteurs s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui marche, ils se l'approprient, ils redistribuent dans leur réseau. Donc on est sur des chaînes d'innovation qui sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Et donc, ça c'est un premier maillon. Un deuxième maillon, il est abordé, c'est un projet qui est dans les tuyaux, qui est en cours d'évaluation, mais qui est très beau, qui est très soutenu par la région Guadeloupe, qui s'appelle Smarties, île intelligente, Smart Island, et qui veut développer justement un réseau de démonstrateurs dans les différentes écorégions représentatives de la Guadeloupe, le Nord Grande-Terre, le Nord Basse-Terre, le Sud Basse-Terre et Marie-Galante. Et donc, ces démonstrateurs vont s'appuyer sur des réseaux de petites fermes, donc 4 à 8. Et petit à petit, on va chercher à passer de 8 à 20, de 20 à 50. Mais en entraînant toute la chaîne de valeur amont-aval qui doit suivre le processus. Et le troisième niveau, il est caribéen. On a un gros projet qui vient d'être accepté au titre du programme Interreg 5, qui s'appelle Cambionet, Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network, et qui a les mêmes objectifs, mais qui vise un développement intégré dans toute la Caraïbe. Voilà. Et on trouvait des voies de passage et d'échange avec toutes les îles de la Caraïbe. On a 10 pays qui sont mobilisés autour de ce projet, 17 institutions et organisations. Les 10 pays, les grandes Antilles du Nord, donc Cuba, Haïti, République dominicaine. On a la Guadeloupe et la Martinique pour les Antilles françaises, les pays de l'OECS, donc vous voyez. Et puis on a Trinidad, Barbade, et puis sur le bloc amazonien, on a la Guyane française et le Suriname. Avec des universités, des centres de recherche et tout. Ça va être l'avant-dernière question, puisque le timing est pratiquement terminé. Vous êtes optimiste sur l'avenir au niveau alimentaire, souveraineté alimentaire, développement agricole, non-utilisation, basse utilisation des pesticides? Alors, je reprendrai peut-être une phrase de Jacques Attali, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Il dit « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis engagé dans un match que je dois gagner. » Et là, ça demande une vigilance de tous les instants.
et de tous. Oui. Voilà, et c'est dans cette position, cette posture que je suis actuellement. Dernière question, oui. Vous collaborez beaucoup, vous avez dit, avec la Chambre d'agriculture. Oui. Est-ce que cette collaboration arrive jusqu'à un organisme comme l'UPG? Alors, disons que nous avons effectivement un certain nombre de collaborations sur les territoires. Donc il y a la Chambre d'agriculture qui est un partenaire privilégié, mais nous avons aussi des relations avec les collectivités territoriales. Donc une relation étroite par exemple avec la CNJT, la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, qui est un très beau projet de développement autour de l'usine centrale sur le Nord Grande Terre. Donc c'est plutôt au travers de ces structures-là que nous développons... relais, en fait. Oui, c'est des structures relais. Que nous développons nos réseaux et nous avons des oreilles souvent très, très attentives à tous les niveaux, même au niveau des syndicats les plus représentés en Guadeloupe. Monsieur Harry Louzier-Lafontaine, merci d'être venu nous dire tout ça. Alors, je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais vendredi, il y a une émission spéciale avec Henri Joseph et la diffusion de son film Papillon d'émeraude qu'on a vu, qui est un très beau film sur la Guadeloupe, sur sa biodiversité. J'ai arrêté normalement de vous y être au bout de la table, puisqu'il y a un débat après. Très bien. Donc, si vous êtes disponible, j'espère que vendredi soir, on vous retrouvera ici. Je serai très heureux d'être des vôtres. Merci de votre invitation, en tout cas. Voilà, merci. Il est exactement 12h57. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec quelqu'un aussi important, Édouard Benito Espinal, docteur environnementaliste, qui sera avec nous pour parler de l'écoute des oiseaux. Édouard, en ce moment, il est à la retraite, il a le temps, il a pu faire ce CD. Je vous à tout à l'heure. Voilà, il est 13h04 dans le ZCL. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir une deuxième personnalité importante et je pèse mes mots, il est important vraiment. Je veux parler d'Édouard Benito Espinal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'écoute des oiseaux. Vous venez de sortir ça? Oui, tout à fait, oui. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on part dans l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation du personnel de la clinique choisie. Vous savez qu'en ce moment, depuis que le confinement est devenu déconfinement, au niveau social, la pression commence à monter progressivement. Que se passe-t-il à la clinique choisie? Reportage Michel Depape. Nous avons fait grève aujourd'hui là parce que nous avons dit directement en nous, parce que nous dit les conditions de travail des 11 services que nous avons spécialement, c'est l'HAD, d'accord, et qui n'a rien pas qu'à y. Ces salariés-là, HAD-là, qui arrivent à travailler avec une voiture qui n'a pas ni foin. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est mettre en danger salariés en nous, collègues en nous. C'est pas possible. En 2020, d'accord, que clinique choisie qu'a voyé un salarié, infirmière ou aide-soignant travaille avec un malade, il y a des kilomètres à faire parce que c'est de l'HAD et qu'il n'y a pas ni en voiture sûre, il est obligé de mettre par pain pour payer une voiture parce que le foin n'a pas qu'à fonctionner. Nous déroulons là parce que nous arrêter ça. Si nous continuons à accepter ça, demain, à part une voiture sans foin que prend pour aller travailler, mais c'est autre chose. Ces salariés-là qui ont fait agresser à domicile à patient-là, par patient-là, par famille à patient-là, c'est pas normal non plus ça. Ces salariés-là qui ont signalé à tout cadre qu'il y a des problèmes là, ça depuis X temps, il n'y a pas qu'à bouger. Donc nous ne pouvons pas accepter, nous lutter à GTG, que salariés cliniques choisis qui mettent vie en danger pour qu'ils soigner en patient. Fait directement en nous tendre ça. Nous mobiliser aussi aujourd'hui-là, c'est pour Prime Macron. Nous mettons Prime Macron dans l'ordre du jour à 2 réunions plénières que nous avons. Donc depuis le mois dernier. Ça a fait deuxième réunion que nous avons et le directeur là qui a dit nous ne pouvons ni rien. Nous faisons expertise comptable en nous qui a dit nous ni l'argent. Il toujours qu'à pleurer pas jamais ni l'argent, pas jamais ni l'argent. Il s'agit des bas salariés, pas jamais ni l'argent. Nous avons droit et devoir en nous, donc nous commandons Prime Macron en nous et les meilleures conditions de travail pour la clinique de Choisy, pour le personnel de la clinique de Choisy. Et nous pouvons rester debout tout le temps qu'il faudra pour nous avoir de meilleures conditions de travail pour salariés cliniques choisis et pour obtenir, suite à gain, travail en nous.
Alors encore une mobilisation, et là c'est la grève à la régie des eaux dans la commune de Gouzier. Là aussi, la situation n'est pas excellente, et donc comme je vous le disais, les mobilisations et les mouvements sociaux, ça va monter en pression au fil des semaines, au fil des jours, parce que pendant le confinement, mais tout le monde a été confiné, les problèmes étaient confinés, mais les problèmes qu'on a, ils ont remonté, et nous voyons. Olivier Félix était là. Là, nous debout devant la CSBT, parce que nous déposons pour y avoir de grève le 9 octobre, il va recevoir nous le 14 octobre, pour 3 points. Premier point là, c'était nous payons prévoyance à l'âge des airs. Il y a pour l'argent tous les mois, prélèvement direct. Et jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas déclaré dans l'agence là. Nous devons dire si nos camarades, Fabienne, ils font un AVC, aujourd'hui là, handicapé, et ils ne peuvent pas toucher l'argent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas déclaré nous au niveau de l'âge des airs. Et aujourd'hui là, ils ont tamé un licenciement contre lui. Et en même temps, il n'y a pas qu'à régler le problème au niveau de la G2R. Deuxième butin, nous commandons aujourd'hui à rembourser de l'argent à nous et aussi à dédommager Fabienne parce qu'ils ont encaissé l'argent. L'autre butin là, nous commandons aujourd'hui à régulariser la situation nous par rapport à arrêter le 14 mars 2014. Jusqu'à aujourd'hui là, pas de réponse. Nous avons été le 14 côté là, M. Abeli. Et bien jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas rien en retour. Nous avons cherché à comprendre qui est intention à chaque monde. En pays là, ils font un sondage, ils disent qu'il y a de l'eau importante. Si de l'eau importante, fait des agents importants aussi. Or, comme camarade a expliqué, ils prend l'argent si dans le cas de la prévoyance, il va dire pour prestation en retour. Et prestataire là qui permet de dire, il faut les camarades signer avec des contrats antidatés de 2018. Nous ne pouvons pas accepter l'habitat à 100 pour gens. Donc, là, quand la communauté d'Aglo, puis responsabilité. Donc, le président là, il recevoir nous. Et il nous tant ces questions-là, ces questions à délibération là, il pas ni à rien s'appliquer les textes, mais il peut rien décider de rembourser les camarades tout l'argent prélevé. Et il peut rien décider à respecter délibération à le 24 juin 2014 concernant l'organisation de travail là, en disant secteur à les camarades. Troisième bité qui est important pour nous, et ça va là pour tout con à cette rose, c'est à venir à les camarades dans le syndicat mixte ouvert qui attendent vers le syndicat unique de l'eau. Nous ne pouvons pas accepter que la CSBT qui n'a ni 300 000 euros pour payer Nicolin, là il était ni pour Azodi, quand il dit qu'il est rentré là dans le syndicat mixte ouvert, avec qui l'argent? C'est tout ça nous voulons savoir et qui a venir à les camarades dans le syndicat là. Donc ces questions-là précises et il appartiennent, si les deux premiers points, c'est appliquer les textes. Nous ne pouvons pas négocier avec. Par contre, troisième point là qui c'est syndicat mixte ouvert et sort les camarades, nous pas discuter tout le bitin si effectivement il fait, y compris donc le plan de départ, mais à donc cadre précis et organisé. Donc voilà là nous avons dit M. Abeli, pour c'est mon essentiel pour ça plus important qui sait qu'à passer en Guadeloupe, c'est question à de l'eau, question à se travailler dans l'eau, mais nous avons dit nous peut des mots de ça et c'est pour ça les camarades prennent décision. Il y a là des mains jusqu'à 10h30 pour recevoir, à penser qu'il porter les réponses qu'il faut, et bien ça, les camarades qui prennent les dispositions pour les jours qui viennent, si pas de réponse sérieuse. La question de l'eau est devenue une question véritablement nodale, et je rappelle que le secrétaire d'État au Dom-Tom, comme on l'appelle, le ministre des colonies Kankakuyei, avec M. Dominique Théophile et avec Mme Justine Bénin, sont en train de mettre en place une proposition de loi pour la création d'un syndicat mixte de l'eau et l'assainissement en Guadeloupe, une sorte de remplacement du SIAG. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on fait cette structure, mais c'est ça la question qui se pose, parce qu'il ne suffit pas simplement de faire la structure, il faut régler les problèmes de la qualité de l'eau, les problèmes des pertes d'eau, parce qu'on sait que 40%, 60% de l'eau distribuée n'arrive pas dans vos robinets, est perdue, et que les tuyaux, la tuyauterie, la circulation de l'eau est dans très mauvais état. Et pour l'instant, on se préoccupe de ce syndicat mix unique, etc., pour remplacer le SIAG. Le problème des salariés, on vient de l'entendre, n'est pas encore résolu. Et donc, c'est une question aujourd'hui qui reviendra de plus en plus jusqu'en septembre, puisque c'est en septembre, c'est une question récurrente, puisque c'est en septembre que ce syndicat mix ouvert, alors là maintenant on ne parle plus de syndicat mix ouvert, puisque Dominique Théophile
et Justine Bénin sont en train de préparer un syndicat mixte d'assainissement et d'eau, etc. de la Guadeloupe, un SACBIS. Et je le répète, il faut que les salariés soient associés, me dit-on, mais aussi, surtout les usagers de l'eau à cette question. Vendredi prochain, comme chaque vendredi, vous aurez la réponse avec nos 2 spécialistes de l'eau. Je parlais de Jacques Davila et de Isma Ogonet. Pour l'heure, bien, on va quitter un petit peu le domaine du social, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus apaisé, c'est l'écoute des oiseaux. Alors, Bento Espinal, merci. Pourquoi un CD, un DVD sur l'écoute des oiseaux? Mais parce que c'est une dimension supplémentaire pour l'homme guadeloupéen. Oui. Parce que jusqu'à nouvel ordre, l'homme guadeloupéen a été un peu aveugle, un peu sourd. Ah bon? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas parce que tu fais du bruit que les gens entendent. D'accord. Alors, quand les gens vont dans la nature, les gens marchent, mais ils n'entendent pas. Ils parlent, mais ils n'entendent pas. Donc, alors, on essaye de pousser les gens, les adultes, les moins adultes, les jeunes, à savoir écouter. Parce que c'est ce qui est important. Et dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'entends, parce que je sais entendre, ben on se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à donner pour que les gens exercent leur oreille, parce que les oiseaux font de la musicalité, donnent de la musique. Donc, il faut qu'on apprenne aux personnes à écouter. Alors, donc, combien d'espèces que vous avez écoutées? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des espèces endémiques dans notre pays, on va en parler, mais quelles sont les espèces qui sont les plus, j'ai envie de dire, les plus musicales? Ben, l'espèce musicale, ce sont ce qu'on appelle les grives ici. Les grives. Les grives, oui. Ce qu'on appelle les grives. Mais ces oiseaux-là ne sont pas tous des grives. Oui. Par exemple, il y a le saltator gros-bec. Le saltator gros-bec, grive à gros-bec. Grive à gros-bec, moi, on connais comme grive à gros-bec. Alors, vous, moi, le nom latin là, moi, pas connaître le nom latin. Non, quand il y a saltator gros-bec, puisque c'est noir, après on grive. Oui. Et qui a chanté de façon merveilleuse. Et autour des habitations. Puis il a imité, il a fait. Il a chanté bien. C'est une griffine là aussi. Griffine là qui est maintenant qui a envahi autour des habitations. C'est une grosse grive là. Mais tout ça qu'a chanté, et en Martinique, non une espèce particulière qui est le siffleur de montagne, qui a un champ musical considérable. Donc, on fait plus de 40 ou 50 espèces ici en Guadeloupe. Et autant en Martinique? Ben, bien sûr. C'est les mêmes qu'on trouve en Guadeloupe et en Martinique? Plus ou moins. Parce que c'est une des espèces qui est endémique de Guadeloupe. Par exemple, Picanou, Totoboala, Tapela, il est endémique de Guadeloupe. Ah, Tapela, c'est uniquement ici. Ah oui, tu as là, oui. Mélanerpes herminieri, c'est-à-dire Mélanerpes, c'est noir, c'est un oiseau noir, son pic. Mais en Martinique, pas ni. Mais on est siffleur de montagne là, qu'elle nous patine en Guadeloupe. Il y a aussi d'autres espèces, que quand il y a le cas rouge, qui est rouge et noir, c'est une espèce merveilleuse. Il y a aussi la gorge blanche, qu'on peut trouver à Sainte-Lucie, mais pas qu'à trouver en Guadeloupe. Donc, on a fait tout le mélange avec tout ça. Mais alors, je voulais poser une question sur un peu historique. Est-il vrai qu'il y avait des perroquets en Guadeloupe? Mais bien sûr. Ah, c'est vrai ça? Ben, bien sûr. Quand tu poses une question là, justement. Répondez-vous. Oui. Quand on lit le père là-bas. Ben oui, c'est pour poser une question là. Répondez-vous. Quand on lit le père du tertre. Ou quand on voit des perroquets. Mais ils ont massacré, puis ils ont été mangés. Ah, carrément pour manger ces perroquets-là? Mais c'est normal, quand Colon est arrivé, il fait. Faut y manger. Donc, il a chassé, il a massacré et il a mangé. Quand on lit le père là-bas, par exemple, quand il tue le perroquet. T'es Niéron aussi, c'est ça? Mais Niéron toujours. Niéron toujours, mais Niéron, on va, il était rose, qui va que ça? Par contre, nous, on pas de spécialiste. Là, c'est le héron connaît encore le. Il a échappé moi là. Le truc rosé là. Il est grand, tout à fait grand. Mais il disparaît tout complètement ça. Mais il disparaît de la pointe des châteaux, c'est la pointe des châteaux qui est ça. Mais bien sûr, moi, quand on voyait à Trinidad et Tobago, quand on voyait ça en Guyane. Mais ici, il parle encore, c'est fini. Ou quand on voyait à Cuba aussi, dans les grandes Antilles. Ça est quoi qu'il y a ici mal fini? Carité quand même de toi? Mal fini, attends, faut pas nous faire confusion là. Parce que mal fini en Guadeloupe, c'est frégate là.
Ah, d'accord. Attention. Ouais. Ces frégates-là. Ouais. Ça là, il a pêché dans la mer, il a plongé dans la mer, là. Ouais. Ah, Et son- puis il prend poisson. Ah non, ça sont pélicans, ça. Son pélican. Mais je Son- crois qu'il y a mal fini, moi, la région basse, c'est comme ça qu'on a qu'il mal Non, fini. mal fini, là, ces oiseaux blancs et noirs là, Ouais, frégates là, ouais. et en Martinique, nous mal fini, mais c'est en petite buse, Ah, d'accord. d'accord. Ouais. Donc faut faire attention aux noms vernaculaires. Oui, c'est ça. Je crois que. Alors, question, comment on travaille pour faire ça? Et combien de temps ça prend pour faire ça? Parce qu'on a imaginé, pour écouter les oiseaux, enregistrer, ou devrait dormir, voilà. Ça peut arriver aussi. Ouais. C'est l'amour à ça au capoté. Absolument. C'est l'amour. Ouais, Un pas passionné, mais amoureux. ouais, Donc, en capacité en bois depuis le matin, ouais. des fois, quand tout le monde en bois là, des aides matin. Quand enregistré, par exemple, l'oiseau là qui a chanté bien là aussi là, c'est Griff Padjon là, qui a chanté énormément bien. Griff Padjon là. Donc, en 80 la nuit en bois là, en 80 la journée en bois là, en 80 tout le temps en bois là, puisque c'est amour en moins pour Santini. Pour la nature. Pour la nature. Mais en bien sûr. général, pour la nature. Ouais, mais Santini, c'est la nature. Ouais, ouais. Donc, c'est la nature guadeloupéenne, puisque Tout à fait. encore rappelé Ouais, comment l'amour qu'a net. ouais. Après un canet un peu moins. Parce que cordon ombilical dans nous, t'es enterré à la campagne à nous. Antella, Et effectivement. cordon ombilical en moins, enterré à Mornalo. Ouais. Parce que maman était mornalienne. Où ça va y Bien sûr. D'accord. Alors, techniquement, non, mais en Ah mode ben, techniquement, c'est simple. Faut tourner de beaux instruments. Ouais. En tout cas, ni des magnétophones. Nagra, son Nagra, on tenait. Nagra, très performant. Ouais, ouais. En tout cas, des machins. Mais à présent, ça a évolué. À présent, avant petit comme ça, on sonne. Ouais, ouais, on peut penser au faire voulez. Quoi, loin avec ça. Ouais. Il y a une parabole aussi. Ah, avec parabole là aussi. Mais bien sûr, pour centrer son là, à l'habitant là, à la nature là, ben, ou bien avec ça. D'accord. Mais il faut équiper, il faut toujours très équiper. Alors, moi, comme vous sommes dans l'environnement, on ne peut pas poser aux questions là. Pendant que vous regardez, écoutez ces oiseaux-là, qu'est-ce qu'on apprend de plus en Guadeloupe? Donc, quoi, apprendre tous ces gens qui vivent en bois là, Ouais. mais puis que là, dehors là. Ouais, ouais, d'accord, ça, là. Mais, et tu jeunes là. Ouais. Pourquoi apprendre tout ça, mounaillé, tout ça nouillé? Parce que, pas uniquement ces oiseaux là, mais là, comme des gens qui ont regardé là, ils ont non là. Mais non, là, pas obligé de ça. Ouais. Mais c'est toute une histoire à individu là qui est capable de là. Donc, dans toute démarche dans la nature, m'a enregistré les sons. M'a enregistré aussi la parole de l'homme guadeloupéen, si ou l'homme martiniquais, ou la femme guadeloupéenne, ou la femme C'est martiniquaise. quoi la parole de l'homme? Ben, tout problème à l'homme. Ouais. Parce qu'en bois là, ni problème à l'homme aussi. Parce qu'il y a planté ziem, qui a planté patate. Mais ni problème de l'homme aussi, qui a défini intérêt à. On joue préfère, on s'aide avec la parole de l'homme? Ben, ni ça. Quand on pas ni, Edouard? Mais, enregistrer, par exemple, les fêtes indiennes en Guadeloupe. Ouais. Au moment a chanté chansons indiennes. En tamoul. En tamoul, on dit ça. Ouais. Là, qu'a coûté, on y, de façon considérable, des prises de son. Puisque ça, c'était amour en moins, et ça continue à être amour en moins. Puisque, actuellement, les soirs, en bas dormi, en regarder la lune qui a monté, qui a une pleine, et qui a disparu. Mais en même moment-là, bête qui a chanté, criquet qui a crié, grillon qui a crié, oiseaux qui a chanté, coq qui a chanté. Dans le Tibet, nous attendons l'histoire. Absolument. Ouais. Même en ville, on attend ça toujours. Mais c'est normal. Ouais. Puisque ça, nous passe à ça. Nous quoi dire, ouais, ces oiseaux-là, ça a commencé à fatiguer nous. Mais nous, un territoire, ces oiseaux-là, là, nous construisons ville là. Ouais, nous faisons qui voulait. Nous faisons tuer. Ouais. Mais ces oiseaux-là, pas qu'à tuer. Ouais. Il y a un même Il en HLM, on va dire. Et quand tu as casa, Ouais, puisqu'il y a une domestique. Ouais. Il y a une piquée. Si on s'y on banane jaune, il y a une piquée. Père noir là, par exemple, tu as la gorge rouge là. Ouais. Hein? Le sporophile rouge-gorge. Mais quand tu en casse là, si crier là, si là, toutes ces oiseaux-là qui viennent. Qui non scientifique à s'y crier là, vous connaissez? Ah, mais Coréba Flaveo là. Il pas endémique ça là. Pourquoi tu fais ça de tout côté, s'y crier? Ah, quand tu fais ça de côté, mais nous sommes sous-espèces à nous. C'est parce qu'il a mangé cycle, il va s'y crier. Non, parce qu'il a crié il a dit ça comme ça, mais il a crié comme
Ah, d'accord. Donc, vous criez sucrier. Oui, tout à fait. Sont sucriers. Sont sucrier, d'accord. OK. Et, Oui. Mais là, il ne pas chanter. Mais là, quand chante l'eau, le mal, Ouais. mal là, son dictateur. Ouais. Et quand chante, c'est qu'à, et ça, le monde du merle qui se calue sur le Gubris, Ouais. Guadeloupensis qui se calue sur le Ils Orquiscal. ont en Guadeloupe, même là. Ils étaient nous, on a crié, on a créole, on a crié. Mais il y a crié Cancagnan, Ouais, il y a Cancagnan. crié François, il y a crié le nom, puisque ce sont des oiseaux qui sont toujours présents avec l'homme. Ils presque domestiques, ces oiseaux-là, ça. Mais il est très domestique. Ouais. Et qu'attaquer aussi les domestiques, hein, parce que l'on a passé, côté Nicha, il est qu'attaqué, ou mal là qu'attaqué, ouais. D'accord. Donc c'est un oiseau qui a un rôle important, qui a mangé tic, qui a mangé chini, qui a mangé tout ça, qui a joué un rôle important dans la nature. Et la nature nous riche en oiseaux, quand même, car était toujours quand même. C'est quand étant les oiseaux. Parce que le monde a dit, ouais, les oiseaux là qui disparaissent, c'est pas vrai. Ouais. Parce que qui gagne en ville, là, quand sur la place de la Victoire, on l'a enlevé. Ouais. Tout qu'elle là, comme un chat, là, comme ça. Tout qu'elle là, nous. Ils ont mangé tout elle avant. On a mangé ça toujours. Ils ont mangé ça toujours tout elle là. Mais oui, mais bien sûr. Mais ils viennent tellement domestiques qu'on va savoir si mon gars que ça Il y a encore. quelqu'un, voilà. Ah, voilà plutôt. Mais bien sûr. Alors, nous, on foise qui pose une question là quand même. Posez quand même, posez. Il y a dit fou, 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 mais il va pas Michel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on petit foufou, ces femelles-là, qui ont conçu Nichelet, etc., mais qui a volé comme ça, qui a volé, il a fait marche arrière, il a fait marche avant, il a fait côté comme ça, mais quand il toujours ça l'a nichaillé. D'accord. Et ça, c'est le problème de l'homme. Ouais. L'homme guadeloupéen, il bat à l'oiseau tout un aspect symbolique. Là, on voit, ou peut-être qu'on a d'oiseau là, ça, au gligli là. Oui, on va le gligli, oui. Le gligli là qui a chanté là, à son malédiction, hein. Ah bon? Ah oui, ça veut dire quelqu'un. On peut arriver. Bien sûr, les cas passent dans la case, ça veut dire qu'il y a une fille enceinte à case là. Carrément. Mais tout à fait. Ouais. Alors, il n'y a pas qu'à accepter Glig là, même, il n'y a pas aimé ça. Gligli, non, vrai nom, gligli. Falcos Parverius. Et c'est ici, on va qu'il y ait gligli. Gligli, il y a Gligli en Martinique, Gligli. Il y a gligli. En Martinique. Ah, ici c'est gligli. Gligli. Parce que c'est chant là, c'est chant. Ouais. Donc, ça a un rôle très important. Et ça peut permettre l'homme de parler. Ouais. Et ça peut permettre l'autre de garder. Pour là, regarder en face ou regarder en face, ils ont qu'à exprimer les autres sur le nom local des oiseaux là, et ça peut apporter en lot renseignement sur l'ensemble du système. Donc, Edouard Espinal, vous êtes à l'écoute de la nature. Toujours. Toujours. Mais ça n'a pas qu'à échapper moins. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit la nature là, je là? La nature là, qu'a dit je là, attention. Attention. Oui. Pays là qu'a échappé. Pays là qu'a échappé. Et en tombant, on dit qu'à Casimir le temps. On vit chanson ça, hein? Adieu, oui. Tikazan, Adieu, Tikazan, Adieu, Tikazan, ni sans l'ail, ni ça. Son cadeau, on vendait des disques à la rue Frébeau. Mais tiens, Manuela Pioche. Ouais. Dernière chanson là, numéro 20. Oui. Qui a rappelé Guadeloupéen. Pas Guadeloupe, même pas fait ci, pas fait ça, etc. Pas 20 pays là. Pas 20 pays là. Et ça, Pas 20 ça, il a dit ça, hein? Pas 20 pays là. Ouais. Et pays là qui a échappé à nous. Ouais. Et ils voyaient les téléphones à moi, quand qui a parlé des difficultés actuellement. Mais ces difficultés à nous. D'accord. Et si nous laissons ça aller comme ça, nous ne pas de pays là ça. Alors attention. Ouais. Parce qu'il y a un l'hôpital à apprendre. Il faut venir plus souvent. Bon, on a dit ça quand même, même s'il faut parler, où nous on livre là, quand on attend depuis au moins 5 ans. Non, nous pas dire rien les gens là, nous ne pouvons pas parler. On peut dire ça sauver. Oui, des timons là quand même. Eh bien, depuis 1983, appareil photo, moi toujours un sac à moi. En cas photographier tout ça qui enlève les murs. Ouais. Toutes les maçons, tout côté. Ouais. Tout côté. Et si c'est pour publier, sinon problème gravissime. Pour d'autres mondes, pas pour moi, puisqu'on a photographié là. C'est la façon dont on a traité les élus. Il y a un nom bizarre, non ceci, non cela. Mais les blagues sont sorties bientôt. Hein. Et j'espère que vous venez présenter nous. Avec plaisir. Edouard, mais aussi des vignerons. Alors, ils en vente. Qui a commencé à être en vente. Qui commence en vente. Alors, il y a quoi voir nous Martinique, donc, on va supposer qu'on va faire un tour dans tout Martinique aussi.
Mais c'est Martine qui a vu à présent. Ah, on le sait, pays là. Ah, pas quitter pays là c'est à moi. D'accord, merci. Merci David Guignard. 13h et j'ai exactement 13h26 minutes. Nous allons prendre un deuxième camp pour nous et nous allons retrouver nous pour continuer à développer le journal là et puis nous connaissons chronique là. Assis le plaisir dans un petit moment. Merci Edouard et à bientôt. À bientôt. Voilà, il y avait ce matin une conférence de presse des salariés et la conférence de presse est terminée. Nous avons avec nous M. Gadarkan, José de Gadarkan et M. Jean-Yves Ramassami qui sont venus en direct avec les camions nous expliquer ce qui se passait. Alors Gadarkan, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Que se passe-t-il exactement aujourd'hui? Bonjour, tout simplement nous sommes en train de rentrer parce qu'il y avait une conférence de presse ce matin au Vélodrome avec toutes les organisations professionnelles qui étaient concernés par le problème parce que nos entreprises ont des difficultés. Donc nous avons informé la presse et nous demandons une réunion extraordinaire et rapide avec les autorités et les donneurs d'ordre parce que nos entreprises sont confrontées à de gros problèmes. Moi je parle pour le BTP. C'est vrai qu'actuellement, d'ici le début de l'année, nous n'avons aucune visibilité hormis les chantiers qui sont en cours. Donc nous avertissons tout le monde. D'autant plus qu'il y a, comme vous le savez, il y a un chantier à l'aéroport qui a été attribué à une société métropolitaine pour une différence de 0,011 points sur 100 points. Même pas un point. Et une entreprise qui n'a pas une pioche en Guadeloupe. Donc est-ce que nous sommes bons qu'à ramasser des cailloux au bord de la route lorsque ces entreprises-là sont travaillées? Nous disons ça suffit. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette conférence de presse. Et heureusement que vous êtes sur notre route et que nous nous sommes arrêtés justement pour mettre un terme à cette réunion. Donc vous avez beaucoup de chance qu'on se soit arrêté juste en face de Canal 10. Merci Jean-Yves Ramassami. Quelle est la situation des entreprises maintenant depuis le confinement? Depuis le confinement, nous avons un ensemble d'entreprises comme dans le tourisme, la restauration, les taxis, les petites entreprises dans l'agriculture, les maraîchers, les marins-pêcheurs, les événementiels, des entreprises qui sont presque à la mort aujourd'hui. De plus, nous avons un manque d'activité économique depuis le début de l'année. Non seulement il y a le Covid, mais il y a aussi un manque d'activité économique par nos collectivités. Et en plus de ça, les très prochains chantiers que nous avons des retards de paiement importants. Donc, on ne peut pas nous demander en même temps d'être à jour de charges sociales et fiscales, dans la mesure que non seulement nous ne sommes pas payés correctement, mais de plus, nous n'avons pas une activité économique nous permettant de payer les charges de fonctionnement, les salaires et tous les autres charges, et payer les charges sociales et fiscales. L'État a fait la relance économique. Oui, il y a un plan de relance. Oui, mais le plan de relance économique, justement, pour qu'on puisse obtenir le prêt GPE au niveau des services de l'État et les banques, il faut être à jour les charges sociales et fiscales. Parce que nous avons fait les prêts rebonds de la région. Aucun dossier depuis 2 mois n'a eu de réponse. Et alors, il y avait une publicité sur tous les médias qui disait en 24 heures, déposer le dossier, en 24 heures, la BPI qui a une réponse, et à 6 000 là, c'est content. Mais ce qu'il n'y a pas dit là, qui 6 semaines, c'est 6 semaines dernier, 6 semaines l'année prochaine. Donc, en fin de compte, beaucoup de paroles, beaucoup de discours politiques, beaucoup de menées en bateau. Et aujourd'hui, maintenant, les 21 organisations professionnelles qui se sont mis ensemble pour annoncer dans cette conférence de presse les problèmes économiques de la Guadeloupe, eh bien, nous disons qu'aujourd'hui est mardi, aujourd'hui c'est le 8 décembre, rappelez-vous du 8 décembre 2008, aujourd'hui nous sommes en 8 décembre 2020, je parle les organisations, non, ça a été bien fait pour que ce soit l'anniversaire de l'échec pendant 10 ans de ce qu'on nous avait promis. Donc aujourd'hui, mardi, nous disons que nous lançons un appel solennel à travers le canal 10 pour le président de la collectivité régionale, pour la présidente de la collectivité départementale, pour les élus du APCI, ensuite maintenant l'association des maires et surtout les parlementaires
les législateurs qui siègent pour défendre les intérêts de la Guadeloupe, venez aussi s'asseoir autour de la même table pour défendre les intérêts de l'économie guadeloupéenne. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons qu'une réunion soit faite avec l'ensemble des acteurs politiques et les services de l'État. Et nous avons jusqu'à vendredi. Si vendredi, on n'a pas une réunion de travail, eh bien, nous serons obligés de prendre la rue lundi matin à partir de 4h du matin. C'est une menace pour nous prendre au sérieux? Non, ce n'est pas une menace, c'est juste une demande. Oui. Nous formulons une demande, donc si on ne nous répond pas, eh bien, nous passerons à l'offensive, comme l'a dit Jean-Yves Ramassami. Parce que nos entreprises sont en train de crever et nous ne pouvons pas continuer dans cette situation-là et voir le si peu d'activités qui sort, que ce soit des gens de l'extérieur qui viennent le faire, en proposant à des sous-traitants guadeloupéens des miettes. Vous voyez, ils vont faire 80% du boulot, ils vont donner 20% aux sous-traitants guadeloupéens et ils s'en iront et ils seront contents et tout le monde sera content. Voilà, en direct donc de Canal 10, en direct du ZCL et de la rue. Nous avons donc fait le point avec Jean-Yves Ramassami et monsieur José Gadaoukan. Effectivement, ils l'ont bien dit, si vendredi n'a rien pas réglé, peut-être que son nouvel cap qui a commencé en Guadeloupe. Merci et on continue le journal. Du ZCL après ce direct imprévu, puisque vous avez observé, vous avez vu du voir, quand nous étions en direct avec Jean-Yves Ramassami et José Gadaoukan, tous les deux qui venaient d'une conférence de presse, et les rues de Jarry sont un tout petit peu encombrées dans le sens de Pointe-à-Pitre vers Bastère, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une menace, puis ils l'ont dit, vendredi prochain, s'il n'y a rien pas fait, mais peut-être que son nouveau conflit social qui a commencé. Alors justement, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était une conférence de presse, c'était hier au nouveau CHU, des explications sur ce qui s'est passé au service cardiologie. Reportage, Maxime Morel, on regarde. Il faut savoir que nous n'avons pas de patients qui ont des problèmes cardiovasculaires en Guadeloupe. Et c'est Edouardville Mouna qui a soigné en Loa dans eux. Donc, on ne peut pas comprendre comment tout d'un coup, pour des problèmes de personnes, donc il n'y avait pas mis les mains dedans, mais quand met les mains dans le problème professionnel. Comment on peut supprimer un service cardiologie urgence qui peut recevoir les gens et qui soigner les gens qui sont en difficulté. Les patients qui sont privés de soins se sont mobilisés, donc il est tout à fait normal que nous soyons là avec eux à leur côté pour continuer à insister et à dire qu'il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire, des choses qui sont contre vraiment l'intérêt des malades et ça, on ne peut pas accepter ça. Il faut dire que c'est un service qui subit depuis un certain temps des pressions pour survivre. Et depuis la semaine dernière, il y a une note de service mettant fin au fonctionnement de ce service. Nous disons que nous sommes dans un pays où nous avons énormément de patients qui sont en comorbidité, comme on dit si bien depuis le Covid. Et ce sont des patients, pour près de 33% de la population est hypertendue. Environ 10% diabétiques, sans compter le phénomène d'obésité qui se développe à vitesse grand V. Donc tous ces patients, ce sont de potentiels, pour certains ils sont déjà suivis au niveau du cœur, mais ce sont de potentielles personnes qui auront forcément recours à la prise en charge en cardio. Le 4 octobre, enfant malaise, ils ont mené moi en cardiologie urgence. Eh bien, si on doit tomber encore en pays là. Parce que, comment les employés, comment les médecins qui arrivent à travailler dans des conditions aussi misérables, comment les malades là, ils ont souffert, ils ont crié, à peine pour voir le monde. Et ces infirmiers là dépassé, ni trop de problèmes. Donc, cri en moyen là, son cri d'alarme, son cri de la souffrance,
c'est un cri de cœur. En cas de dire, monsieur Côté-Long, arrêtez ces magies-là qu'il a fait là. Nous sommes en période de pandémie Covid. Quand nous attendons les avis d'obsèques, il y a énormément de gens qui décèdent. Et parmi eux, il y a certainement, forcément, les statistiques nous le diront, des gens qui ont été victimes d'infarctus. Donc nous sommes, et quand on dit aussi, il faut surtout faire attention aux personnes qui sont à comorbidité, nous disons à quel jeu on joue dans ce pays. Donc nous sommes là, le collectif de défense du CHU est là à côté des patients et nous continuerons ce combat avec eux. Alors on a entendu le point de vue des patients suite donc à l'éviction de Mme Mouna Edreville au service cardiologie qui lui a été complètement enlevé. On retourne maintenant toujours lors de cette conférence de presse, c'était hier, sur les problèmes du service de cardiologie. Cette fois-ci, c'est le point de vue de Gérard Côté-Long, le directeur du CHU. Mais c'était plutôt une mesure qui visait à essayer de raccourcir le délai de prise en charge des patients. Alors, il s'est avéré que sur le long terme que les objectifs n'ont pas été atteints parce que, comme l'a pu l'expliquer le directeur général, il faut une équipe beaucoup plus étoffée pour pouvoir répondre à cette demande et que globalement la communauté cardiologique de l'hôpital était trop sollicitée et trop peu nombreuse pour répondre à l'ensemble des sollicitations, ce qui pouvait, en plus des prises en charge des urgences qui sont déjà longues de façon générale, donc ça n'a pas impacté de façon très positive sur la durée d'hospitalisation. J'espère que toutes les décisions que je prends sont réfléchies. La décision n'a pas été prise du jour au lendemain, elle a été concertée avec le directoire qui est l'organe de gestion de l'organisation médicale au CHU, qui est une instance que je réunis tous les 15 jours. Et donc, je veux dire, nous ne sommes pas dans la personnalisation du débat, nous sommes dans quelle est la meilleure organisation des soins qu'on peut mettre en place dans cet établissement pour prendre en charge les patients. Et c'est ça le sujet, et rien d'autre. Donc, c'est vraiment un problème de continuité des soins avec une activité où l'ensemble des cardiologues de cet établissement doivent participent déjà d'ailleurs à la prise en charge des patients cardiologiques dans cet hôpital. Il a été trouvé plus rationnel, fort logiquement, de regrouper les moyens, de retravailler la collaboration avec le service des urgences à partir d'une seule équipe. Donc l'objectif de réduction du délai de prise en charge reste un objectif important parce que ce soit les patients cardiologiques ou autres, nous sommes très pleinement conscients que la prise en charge des patients est trop longue. Le délai entre le moment où ils sont vus et le moment où ils vont être hospitalisés ou vont sortir est encore trop long. Et on travaille dessus de façon rapprochée de façon à ce que notamment les praticiens qui se relaient pour donner des avis aux urgences soient le plus disponibles possible au moment où ils sont d'avis, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés pour les avis. Voilà une affaire dont on n'a pas fini de parler. On va revenir donc un peu plus d'apaisement puisque c'est l'heure de la chronique. Non, on est en direct. Nous sommes en direct de la rue, non, pas encore. Non, la chronique de Barbara Montpierre, comme chaque semaine, elle est avec nous cette fois-ci, elle ne sera pas en direct, mais on va parler du plaisir. C'est parti pour Barbara Montpierre, on regarde. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches, et que vous avez pris le temps de prendre soin de vous depuis notre dernière rencontre.
J'émets aussi le souhait que vous ayez pris le temps d'être à l'écoute de votre corps, de respirer, d'écouter vos émotions, pour mieux vous connaître et pour encore mieux prendre soin de vous, donc vous aimer davantage. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler justement de plaisir. Pour être plus heureux, pour se connaître et s'aimer davantage. C'est simple. Sans plaisir, qu'est-ce qu'est la vie? Eh bien, la vie a moins de saveur. C'est beaucoup plus terne, plus fade. N'est-ce pas? Avant d'aller plus loin, je vous propose de retrouver Roro. Vous vous souvenez, Robert, qui est à la quête de plaisir, en images. C'est un moment rendez-vous douceur, plaisir. Je de là, Barbara, c'est. Depuis que tu as entendu ça là, c'est un respirant. Ça va, on met une chemise en moins. Chemise rendez-vous, hein? Ouais, bon. Bonjour. Ah oui. Ah oui, oui. Mettre ton masque. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, ça va. Mais tu m'as donné rendez-vous ici pour. Viens avec moi. Hein? Ah. On rentre? Ah d'accord. On ne reste pas dehors. Ah, c'est. À l'intérieur. D'accord. Madame, monsieur, je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci beaucoup. Mais dis-moi, Barbara, tu m'as dit qu'on allait prendre du plaisir. Mais nous sommes là pour ça. Bon, c'est ce que je me disais ici. Voilà. Ah, oui. Oui, nous sommes là pour ça. Ah, tu vois les belles pâtisseries que nous allons déguster. Oui, ça c'est. On va prendre le plaisir de. Et oui, c'est un plaisir. Il y en a plein d'autres. Mais j'ai tenu à ce que nous puissions venir ici pour déguster de bonnes pâtisseries. Ça fait du bien pour prendre une parenthèse, une pause, se faire du bien. C'est une manière aussi. Oui, d'accord. Oui, très bien. Mais ouais, je pense que je vais. Tu vas essayer de mettre ça en place. La prochaine fois aussi. Et je pense que j'irai au restaurant aussi. C'est vrai. Peut-être que je vais t'inviter, mais on va voir. D'accord, on verra ça. Tu n'es pas obligé. Hein. Je pense que tu as bien d'autres personnes que tu pourrais inviter pour te faire plaisir. Ouais, allez. Plaisir, c'est toujours du plaisir. Tout à fait. On y va, on déguste? Oui. Allez. Alors, merci à David Vigneault, merci à Aérotropics et Pascal Moesta pour ce moment de douceur, ce moment de plaisir. Ça vous parle, n'est-ce pas? Combien de fois, justement, nous avons été dans des périodes d'anxiété, de stress, et durant lesquelles nous avons voulu souhaiter prendre une petite douceur, un temps de pâtisserie, une petite gourmandise. Alors, il est vrai que l'excès en tout nuit, et l'excès en sucre aussi, mais ça peut être ponctuellement un moyen pour améliorer notre sensation de bien-être, pour pouvoir réguler le stress et nous procurer de la joie. J'ai la joie d'être à l'extérieur et de profiter de la nature. C'est là aussi un plaisir. Eh bien, selon le Larousse, le plaisir est un état de contentement qui crée chez quelqu'un une satisfaction, ce qui plaît, ce qui divertit et ce qui procure à une personne un sentiment agréable de contentement. Nous allons retenir ici deux notions importantes, le contentement, la satisfaction et tout cela qui donne la joie. Voyons maintenant ensemble pourquoi il est important de se procurer du plaisir. Parmi les émotions positives que certains spécialistes appellent des vitamines mentales, la joie permet de diminuer l'hormone cortisol, qui est l'hormone du stress. Cela permet bien de réguler notre humeur et de mieux se sentir à la fois dans l'esprit et dans le corps. Tout ça pour dire que se faire plaisir, c'est répondre à un besoin. Et tous les petits plaisirs ne sont pas à négliger. Éprouver du plaisir modère le stress, améliore notre humeur de façon significative et nous permet aussi de pouvoir être plus forts face aux difficultés. C'est simple, à chaque fois que nous éprouvons du plaisir, notre cerveau libère la dopamine et cette substance permet de nous procurer des sensations agréables, ce qui nous donne envie de renouveler l'expérience. C'est l'accumulation de tous ces petits plaisirs, je le dis encore, des plaisirs tout simples comme être là aujourd'hui, qui va nous aider au quotidien à être plus forts, à nous aimer davantage et à pouvoir affronter les difficultés de la vie. Voyons maintenant comment faire
pour faire ou prendre du plaisir en 6 étapes. Première étape, je m'aime suffisamment pour être à l'écoute de mon corps. Être à l'écoute de mon corps en respirant, en me recentrant sur moi-même, en écoutant réellement ce que mon corps me dit, pour être capable, en 2, de pouvoir accepter mes faiblesses, accepter mes forces, accepter mes croyances, être capable de véritablement les considérer, être capable de considérer mon originalité, mon vécu, mon histoire, mes besoins. Cela me permettra ensuite de pouvoir identifier les besoins, les plaisirs qui sont en souffrance, qui ne sont pas encore comblés. Exemple tout simple, besoin de respirer, de souffler dans la nature, besoin de lire, besoin de manger une pâtisserie, besoin de faire du sport. Toutes ces choses-là qui sont propres à tout un chacun. Je vais ensuite pouvoir, et il sera nécessaire, d'accepter de les mettre en œuvre. Et oui, ça passe aussi par là. Accepter de me dire que je vais faire ce dont j'ai besoin, je vais me faire plaisir. Je vais ensuite les planifier sans procrastiner. C'est-à-dire, voilà, je sais que ça me fait du bien aujourd'hui d'être là. Je vais m'organiser pour prendre 1 fois par semaine du temps pour pouvoir profiter de la nature, pour pouvoir lire, faire du sport, etc. Et là où ça va être intéressant, pour que je puisse continuer dans la durée, c'est de le partager enfin avec mon entourage. Pouvoir dire à mes proches, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me fait plaisir. Soit nous participons ensemble ou je fais pour moi, afin que tout un chacun respecte le plaisir, les besoins de l'autre. Et qu'il y ait du respect et de l'amour. Voilà, je l'espère, une belle rencontre de votre plaisir. Et il ne tient qu'à vous de tout mettre en œuvre pour faire ce qui est bon pour vous faire plaisir aux autres et j'ai envie de dire, vous aimer davantage. Et ne l'oubliez pas, jusqu'à la prochaine fois où nous allons nous voir, vous êtes lumière, croyez en vous et dépassez-vous. Du plaisir à avoir cette chronique sous le plaisir de Barbara. Je vous rappelle qu'il est déjà pratiquement 14 heures et on va vous rappeler rapidement qu'on a reçu aujourd'hui M. Harry Osier-Lafontaine, le président du centre INRAE Antilles-Guyane. Ensuite, nous avons reçu Édouard Benito-Espinal. On vient de terminer avec Barbara Montpierre. Mais avant ça, nous avons eu la grève des régies des eaux, la mobilisation des patients au service cardiologie contre l'éviction de Mme Mona Edouardville et la réaction sur une conférence de presse et les explications de Gérard Courtemanche et du docteur Larifla. Et puis nous avons eu surtout ce direct improvisé, impromptu, mais nécessaire. Après la conférence de presse organisée par les organisations de salariés, 21 organisations salariées qui étaient réunies ce matin en conférence de presse et qui lançaient un avertissement solennel. Si vendredi, il y a pas un tour de table pour trouver des solutions aux problématiques qui sont posées, qui veut dire si vendredi, rien pas réglé, eh bien, à partir de lundi, ça c'est un que mon bébé roulé en Guadeloupe. Voilà, il est exactement 14h01. On termine avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du ZCL. Merci d'être avec nous. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.